Nous sommes en 1972 et un jeune cinéaste amateur totalement inconnu du grand public va sortir un des films les plus dérangeants de l'histoire du film d'horreur. Ce film, il va être banni, coupé, censuré dans plusieurs pays. Son nom, La dernière maison sur la gauche. Son réalisateur, Monsieur Wes Craven. Alors accrochez-vous parce que au-delà de la violence se cache un message beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. On y va juste après ça. Alors nous sommes en 1990 et je découvre à travers un lot de VHS que JB m'a prêté durant les vacances de février, un film très dérangeant, obscur, vraiment trash, que strictement rien ne m'avait préparé à voir. Alors en fait, pour la petite histoire, JB est parti au ski avec ses parents pendant presque 15 jours, et moi de mon côté, je restais chez moi à ne rien foutre. Donc je lui ai demandé de me prêter les VHS qu'avait acheté son père dernièrement, histoire que j'ai le temps de me les mater tranquillement. Alors techniquement, il y a des fois où j'aurais dû me renseigner, parce que là, j'ai pris une claque mais phénoménale. Alors pour vous restituer un peu le contexte du film du jour, faut se dire que nous sommes en 1972 à sa sortie en salle. L'Amérique est traumatisée par la guerre du Vietnam, par les scandales politiques et la violence de plus en plus médiatisée. Bien sûr, ça se ressent dans le cinéma. Le film d'horreur, le style va changer. Il va devenir plus réaliste, plus cru, plus violent, et surtout beaucoup plus politique. Et c'est dans ce contexte que le jeune Wes Craven va décider, avec très peu de moyens, de donner vie à son scénario, qui lui a été inspiré par La Source d'Ingrid Bergman en 1960. Donc La dernière maison sur la gauche est un film américain, comme je vous disais, du réalisateur Wes Craven, je dirais même de Monsieur Wes Craven, tant qu'il a créé des piliers du cinéma d'horreur à travers ses films. Donc en 1972, comme je vous disais, il nous offre à savoir La dernière maison sur la gauche. En 1977, il va donner un rôle de malade à Monsieur Michael Berryman dans La colline à des yeux. Puis en 1984, quelle année, ce réalisateur va donner vie à un des personnages les plus iconiques du paysage cinématographique d'horreur, au croque-mitaine ultime, Fred Krueger, le tueur d'Elm Street, le tueur d'enfants. Il sera à l'affiche de pas mal de films plus ou moins bons, tout comme son homologue Ghostface dans la saga Scream qu'aura créé également Monsieur Craven. Bien sûr, il réalisera d'autres pépites comme Shocker, L'ami mortel, Le sous-sol de la peur, film qui est très méconnu et pourtant c'est une pépite, La musique de mon cœur, ou encore un film avec Eddie Murphy qui est quand même passé sous les radars, Le vampire à Brooklyn. Donc dans une banlieue américaine tranquille, il y a deux adolescentes, Mary Collingwood et sa petite amie Phyllis. Elles se préparent à une soirée qui devrait normalement être anodine, mais bien sûr, si elle l'était, il n'y aurait pas de film. Donc Marie fête son anniversaire et ses parents lui offrent la permission rare de sortir seule en ville avec sa copine. Tout semble paisible, voire presque banal, mais cette journée va vraiment basculer dans une horreur absolue. En ville, donc, les deux jeunes filles vont essayer de se faire plaisir et de s'acheter de la marijuana pour profiter de leur soirée. C'est ainsi qu'elles vont croiser la route d'un groupe de marginaux mené par Craig Stillo. C'est un criminel qui est évadé assez violent. Il est accompagné de son fils Junior, qui lui est instable et totalement manipulable, ainsi que de ses deux complices, Sadie et Fred. Alors, dès les premiers instants, il y a vraiment une tension malsaine qui s'installe. Ce qui devait être juste une simple transaction va se transformer en piège.
Et très vite, Marie et Phyllis vont être capturés et amenés de force dans une voiture. Direction assistée. Intérieur cuir. Condamnation centrale des portes. Safran série limitée Palme d'Or. Une voiture qu'elle est bien pour la conduire. Va commencer alors une longue descente aux enfers pour les deux filles. Les ravisseurs vont quitter la ville et s'enfoncer dans une zone assez boisée, totalement isolée de tout, et surtout loin des secours et de la police. Là, les deux adolescentes deviennent des victimes d'actes d'une cruauté, mais alors extrême. Le film va montrer de manière crue et sans détour la violence physique, psychologique qu'elles vont subir par leurs agresseurs. Phyllis tente de résister, voire même de s'échapper, mais ses efforts vont être totalement vains. Elle est brutalement exécutée dans les bois par Sadie, Fred et Krug. Marie, quant à elle, subit également les brimades de Krug, de Sadie et de Fred, les actes violents, physiques, que je ne pourrais pas nommer sur la chaîne pour ne pas être striké, mais on comprend clairement ce qui se passe. Dans un dernier élan de survie, voire peut-être pour essayer de gagner du temps, elle va se jeter dans le lac, pensant pouvoir fuir, et peut-être aussi se purifier, mais Krug la rattrape et la tue froidement de plusieurs balles. Dans le même temps, les parents de Marie sont totalement inconscients du drame que vit leur fille. Jusque-là, c'est logique, on pense pas toujours à ça. Ils préparent une fête, histoire de fêter son retour et son anniversaire. L'ironie est vraiment glaçante, tandis que leur enfant est victime d'une violence inouïe, eux décorent la maison avec amour et innocence. Le hasard est cruel, voire implacable, et il va pourtant faire croiser les chemins. Les criminels cherchant un endroit où passer la nuit à cause de l'orage, ils vont se retrouver devant la maison des parents de Marie. Et sans le savoir, ils vont demander refuge aux personnes mêmes dont ils ont assassiné la fille quelques heures plus tôt. Alors les parents, donc le docteur Collingwood et sa femme Estelle, acceptent, dans un élan de charité, de les héberger, mais rapidement, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Des détails, des comportements, on va dire des tensions, des choses étranges. Et surtout, le collier qui appartenait à Marie, que son père lui a offert au début du film, se retrouve autour du cou de Junior. Petit à petit, l'horreur se révèle aux parents. La prise de conscience est progressive, douloureuse mais inévitable. Ils s'enfoncent vite dans la forêt et ils découvrent le cadavre de leur fille. Ils ne peuvent que le constater, leur fille est morte, et les bourreaux sont sous leur toit. À cet instant, le film change radicalement de ton. La peur laisse place à une colère froide, déterminée. Les parents, jusqu'alors figure de normalité et de gentillesse, basculent dans une logique de vengeance. Ils préparent des pièges, utilisent leur environnement et surtout, ils se transforment. Un à un, les criminels vont être confrontés à la vengeance froide des parents. Fred va être tué de manière très brutale de la part d'Estelle. Sadie subira le même sort tout aussi violent que la mère de famille. Junior, lui, est rongé par la culpabilité de ce qui s'est passé dans la journée. À force d'être manipulé par son père, il va finir par se donner la mort, en se faisant sauter la tête avec le pistolet de son père. Et enfin Krug, le chef, la violence incarnée, la pourriture faite homme. Il va se retrouver face au docteur Collingwood. Ce dernier, autrefois symbole de rationalité et de calme, va devenir implacable. La confrontation est brutale, directe, sans échappatoire. Il finit par abattre Krug, mettant enfin un terme et un point final à cette spirale de violence. Le film se termine sur une note profondément dérangeante. Il n'y a ni soulagement, ni véritable justice. Il y a seulement le silence. Face à des policiers totalement impuissants, les conséquences sont irréversibles. Et c'est avec cette fin d'une famille totalement brisée que se termine le premier film que réalisera Wes Craven. Alors moi personnellement, je ressors de ce film complètement chamboulé, bien évidemment. Je vous rappelle que je n'ai que 11 ans, on est en 1990. Je n'avais jamais entendu parler de ce film. JB non plus d'ailleurs. La seule chose qu'on savait, c'était son père qui nous avait expliqué que c'était une claque monumentale et que ce film n'était pas vraiment à mettre entre toutes les mains. Bref, les années ont passé bien évidemment. Je l'ai revu quelques fois, mais je me pose toujours cette question. Pourquoi ce film est devenu une œuvre si importante dans le style des films d'horreur? Bonne question. Il a ouvert la voie à pas mal de films, comme Massacre à la tronçonneuse par exemple, dont votre humble serviteur a fait récemment une vidéo dessus.
mais aussi La colline à des yeux que Wes Craven réalisera quelques années plus tard. En fait, La dernière maison sur la gauche est le précurseur, non pas le premier film du genre, ça j'entends bien, mais il était vraiment le précurseur qui lancera la vague des survival revenge, un peu comme Deliverance, Act of Vengeance, ou alors Un justifiant la ville avec Charles Bronson, ou Dead Wish, et bien sûr La colline à des yeux, le reboot de Monsieur Alexandre Aja. L'importance de ce film est de nous parler de la banalité du mal qui a conduit deux jeunes filles à la perte brutale de leur innocence, jusqu'à leur mort tout aussi brutale, mais également la perte de l'innocence de la famille Collingwood. Le film va poser une question vraiment terrible. Quand on répond à la barbarie par la barbarie, reste-t-on vraiment innocent ou est-on perdu à jamais? Vous avez 2 heures. Oui, je sais, le film a vieilli. Techniquement, on sent vraiment qu'il y a un manque de budget, c'est clair. On sent aussi la faiblesse sur certains plans, sur certains acteurs, parce que bon, le jeu d'acteur, on ne peut pas dire qu'il soit fifou. Mais c'est ça qui donne aussi son cachet à ce film-là, et qui le rend limite réaliste. Il n'empêche que le film reste poisseux, violent, brutal, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. En 2009, sortira un remake, La dernière maison sur la gauche, qui comblera ce qui manquait réellement à l'œuvre de Craven. Vous savez ce que je pense souvent des remakes, et là, pour être honnête, je vous avoue franchement qu'il est bon. Donc je vous conseille de voir autant l'original que le remake. Le premier pour avoir vraiment les sensations de l'époque, l'autre pour avoir vraiment une version totalement aboutie de l'œuvre. Alors au niveau du casting, il n'y a pas grand monde de très connu. Il y a Sandra Cassel qui joue Marie, qui fera quelques rôles durant les années 70, comme dans The Legacy of Satan ou encore Teenage Teacher, des films sans grande prétention, on va pas se la cacher. Il y a aussi au casting David Hess, qui incarne Krug. Quand on voit au remake, je pense que cet acteur-là est meilleur que dans le remake, je suis désolé. On pourra aussi le voir dans La proie de l'autostop, ou dans La créature du marais, et aussi dans Body Count, entre autres. Une petite anecdote, c'est David Hess qui fait toute la BO du film La dernière maison sur la gauche de Wes Craven de 72. Comme quoi, vous voyez, il n'est pas que acteur, il est aussi musicien. Et pour terminer ce casting, le premier rôle de Martin Kove, Monsieur Martin Kove, qui sera l'assistant du shérif dans le film, ce sera le futur John Kreese de la saga Karate Kid. Alors si je devais donner une conclusion pour La dernière maison sur la gauche, je dirais, comment dire, c'est pas un film qu'on regarde pour passer une super soirée, ça clairement. C'est pas non plus un film très agréable, ça c'est sûr et certain. C'est un film qui est poisseux, qui est violent, qui est dérangeant. On le regarde surtout pour être secoué, et peut-être aussi pour y réfléchir. En fait, Wes Craven, d'après ses dires, ne voulait pas faire un film de monstres, il voulait filmer des humains, et montrer qu'en fait, peut-être que les monstres viennent tout simplement de nous, les humains. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu, si ça vous a donné envie de le voir, et surtout, qu'est-ce que ça a évoqué en vous. La vidéo se termine, je vous donne rendez-vous dans un mois. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, Discord, Facebook, Insta. Il n'y a aucun souci, vous pouvez m'envoyer les messages que vous voulez, je vous y répondrai. En attendant, je vais essayer de trouver un film encore plus obscur pour vous le présenter la prochaine fois. Sur ce, n'oubliez pas que les souvenirs sont dans la tête et dans le cœur et qu'ils ne demandent qu'à remonter. Sur ce, bye bye. Marie, Phyllis, 2 amis. Je me sens femme pour la première fois de ma vie. 2 jeunes filles. 2 banlieusardes qui décident d'aller en ville pour s'amuser. Je vous présente mon copain Wezel. Salut. Ça, c'est ma sœur, Martha. Oui, elles sont venues voir si on peut leur filer de l'herbe. 4 tueurs. 4 évadés de prison. Eux aussi veulent s'amuser. Ils se retrouvent tous dans La dernière maison sur la gauche. Ce qui avait commencé par un anniversaire va devenir un cauchemar. Merci. Tiens, c'est un cadeau pour toi. J'en veux pas. Mais si, prends-le. J'en veux pas. Je veux être ton ami. Je veux être ton ami. Te tirer. Qu'est-ce qu'il y a?
Rien. Rien. Que se passe-t-il dans la dernière maison sur la gauche? Nous ne voudrions pas vous déranger, monsieur. Mais non, je vous en prie, vous êtes chez vous ici. J'ai toujours rêvé d'un homme qui pourrait m'apprendre les plaisirs de l'amour. Qu'arrive-t-il dans la dernière maison sur la gauche? Non, non, je vous en prie. Personne sensible, abstenez-vous de voir la dernière maison sur la gauche. Un suspense insoutenable. Mais ce n'est que du cinéma. Du cinéma. Du cinéma.